Vous pensez que vous prenez des décisions rationnelles, basées sur la logique et les faits? Vous croyez que vous contrôlez vos pensées, vos choix et votre avenir? La vérité, c'est que la plupart du temps, vos émotions prennent le dessus, sans même que vous vous en rendiez compte. Elles influencent vos décisions, faussent votre perception de la réalité et vous poussent à réagir impulsivement. Vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, mais tel que vous le ressentez. Et cette illusion de contrôle est précisément ce qui vous empêche de voir à quel point vous êtes manipulé par vos propres émotions. Pensez à la dernière fois où vous avez pris une décision sous le coup de la colère, de l'excitation ou de la peur. Peut-être avez-vous envoyé un message que vous regrettez, accepté une offre sans réfléchir ou repoussé une opportunité par pure anxiété. Ce n'était pas vous qui décidiez, mais vos émotions, déguisées en rationalité. Et plus vous ignorez cette influence, plus vous tombez dans le piège de l'irrationalité. Si vous ne prenez pas conscience de vos propres mécanismes internes, vous resterez à la merci de vos pulsions, manipulés par des forces invisibles qui dirigent vos choix. La bonne nouvelle, vous pouvez briser ce cycle. D'abord, apprenez à observer vos réactions émotionnelles au moment où elles surgissent. Ensuite, remontez à l'origine de ces émotions. Qu'est-ce qui déclenche réellement cette peur, cette colère ou cette envie irrésistible? Enfin, ralentissez votre réponse. Avant d'agir, prenez une pause, respirez, réfléchissez. Ce simple décalage entre l'émotion et l'action vous donnera un véritable pouvoir sur vous-même, parce que celui qui maîtrise ses émotions contrôle sa vie, tandis que celui qui les subit devient leur esclave. Nous vivons dans une époque où l'attention est devenue la monnaie la plus précieuse. Réseaux sociaux, selfies, stories, tout est conçu pour nous pousser à nous regarder nous-mêmes, encore et encore. Mais voici la vérité brutale. Plus vous êtes absorbé par votre propre image, plus vous vous coupez des autres. Et paradoxalement, plus vous cherchez à être admiré, moins vous l'êtes réellement. Le narcissisme n'est pas une force, c'est une prison. Une prison où l'on vit pour le regard des autres, tout en s'isolant de ce qui nous rend véritablement humains, la connexion sincère avec autrui. Mais comment savoir si vous êtes piégé dans ce cercle vicieux? Posez-vous cette question simple. Passez-vous plus de temps à vous observer qu'à observer les autres? Avez-vous tendance à interpréter les situations en fonction de l'image que vous voulez projeter, plutôt que de la réalité? Si c'est le cas, il y a une solution. Transformez cette obsession de soi en une véritable capacité à comprendre et ressentir ce que vivent les autres. Car la seule manière d'échapper à l'égoïsme est d'apprendre à regarder au-delà de son propre reflet. Robert Greene nous met en garde. La vraie puissance ne vient pas de l'auto-admiration, mais de l'empathie. Ce n'est pas en cherchant à être aimé que vous serez respecté, mais en vous intéressant sincèrement aux autres. Alors, mettez votre téléphone de côté, engagez une vraie conversation, écoutez sans attendre de réponse immédiate. Car si vous voulez vraiment être quelqu'un d'inoubliable, soyez celui qui comprend, pas celui qui cherche à être compris. Tout le monde porte un masque. Vous, moi, vos amis, vos collègues. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans les réunions, même dans les conversations les plus banales, ce n'est jamais la vérité brute, mais une version soigneusement contrôlée de la réalité. Nous façonnons notre image pour être acceptés, admirés, respectés. Mais voici le problème. Si tout le monde joue un rôle, comment distinguer ce qui est authentique de ce qui est simulé? Et surtout, comment utiliser cette connaissance pour mieux naviguer dans le monde social? Imaginez pouvoir voir au-delà des apparences, déchiffrer les intentions cachées derrière les sourires polis, comprendre ce que les autres essaient de vous dissimuler. Ce n'est pas un don surnaturel, mais une compétence que l'on peut développer. L'observation est la clé. Les gestes trahissent les intentions bien plus que les mots. Une hésitation dans la voix, un regard fuyant, un micro-changement d'expression. Ces petits détails révèlent souvent plus que de longues explications. Apprenez à les décrypter, et vous ne serez plus jamais naïf face aux jeux sociaux. Mais ce pouvoir ne sert pas uniquement à se protéger des manipulations des autres. Il peut aussi être utilisé pour façonner votre propre image avec intelligence. Dans une négociation, un entretien ou une rencontre importante, il ne s'agit pas de mentir, mais de choisir quelle version de vous-même mettre en avant. Un acteur ne devient pas faux en changeant de rôle. Il s'adapte à la situation. Faites de même. Maîtriser l'art du rôle social ne signifie pas perdre son authenticité, mais savoir l'utiliser au bon moment pour obtenir ce que vous voulez. Avez-vous déjà essayé de changer une mauvaise habitude, seulement pour retomber dans le même schéma quelques semaines plus tard? Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une question de motivation.
Votre personnalité est construite sur des schémas profonds, ancrés depuis votre enfance. Chaque choix que vous faites, chaque réaction que vous avez, découle d'un programme que vous répétez inconsciemment. C'est pour cela que certains se sabotent toujours dans leurs relations, que d'autres échouent systématiquement dans leurs projets, ou que beaucoup restent prisonniers des mêmes émotions négatives. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre nature profonde, mais vous pouvez l'utiliser intelligemment. Au lieu de lutter contre vos tendances naturelles, adaptez votre environnement pour qu'il travaille en votre faveur. Par exemple, si vous êtes du genre à éviter les conflits, un poste de manager qui exige des décisions difficiles pourrait vous écraser. En revanche, une carrière où l'écoute et l'harmonie sont des atouts pourrait vous faire exceller. Plutôt que de chercher à être quelqu'un d'autre, apprenez à exploiter vos forces et à compenser vos faiblesses intelligemment. Le secret n'est pas de vouloir changer radicalement, mais de s'adapter stratégiquement. Si vous savez que vous procrastinez facilement, ne comptez pas sur la discipline seule. Créez un environnement où la procrastination devient impossible. Si vous avez une tendance naturelle à douter de vous, ne cherchez pas à éliminer cette peur. Utilisez-la pour mieux vous préparer et éviter les erreurs. Acceptez qui vous êtes, ajustez votre cadre de vie et vous cesserez de lutter contre vous-même. C'est ainsi que vous avancerez, non pas en vous forçant à être quelqu'un d'autre, mais en devenant la meilleure version de vous-même. Avez-vous déjà remarqué que nous sommes irrésistiblement attirés par ce qui nous échappe? L'objet rare, la personne distante, l'opportunité qui semble inaccessible, ce que nous ne pouvons pas avoir, devient soudainement 1000 fois plus désirable. Ce n'est pas un hasard, c'est un réflexe psychologique profond. Dès qu'on nous interdit quelque chose, notre esprit le transforme en une obsession. C'est pourquoi certaines relations toxiques nous hantent, pourquoi les produits de luxe font rêver, pourquoi l'interdit fascine. Ce n'est pas la chose en elle-même qui a de la valeur, c'est l'illusion de la rareté qui la rend précieuse. Et cette mécanique est exploitée partout. Les marques le savent et jouent avec votre frustration en rendant leurs produits exclusifs. Dans le monde de la séduction, ceux qui se rendent inaccessibles deviennent irrésistibles. Si vous êtes toujours disponible, toujours prévisible, les autres s'habituent à votre présence et finissent par vous sous-estimer. Mais si vous créez du mystère, si vous laissez une part de doute, alors vous devenez intrigant, mémorable. Ce que l'on ne possède pas totalement continue d'occuper nos pensées. Alors comment utiliser ce principe à votre avantage? Soyez rare, rendez votre présence précieuse. Dans vos relations, dans votre travail, dans votre communication, ne donnez pas tout d'un coup. Gardez une part de mystère. Cultivez l'impression que vous avez quelque chose d'unique à offrir. Et surtout, ne vous laissez pas piéger par cette loi contre vous-même. Apprenez à apprécier ce que vous avez déjà, car courir éternellement après l'inaccessible peut vous empêcher de voir la vraie richesse sous vos yeux. Pourquoi est-il si difficile de résister à une tentation immédiate, même quand on sait que cela nous coûtera cher à long terme? Parce que notre cerveau est programmé pour privilégier la récompense instantanée plutôt que les bénéfices futurs. C'est pour cela que tant de gens choisissent de fumer, de mal manger, de procrastiner, tout en sachant pertinemment que ces choix auront des conséquences. Le problème, c'est que chaque fois que vous cédez à une impulsion, vous renforcez ce circuit cérébral, et plus vous choisissez le court terme, plus cela devient une habitude automatique. Les grandes entreprises exploitent cette faiblesse en permanence. La malbouffe vous promet un plaisir immédiat, mais vous vole votre énergie et votre santé. Les réseaux sociaux vous offrent une gratification instantanée, mais érodent votre concentration et votre patience. Même les grandes industries pharmaceutiques préfèrent vendre des solutions rapides plutôt que de prévenir les problèmes en amont. Et pendant ce temps, les personnes qui réussissent vraiment jouent un tout autre jeu. Elles sacrifient le plaisir facile d'aujourd'hui pour récolter une récompense bien plus grande demain. Alors comment reprendre le contrôle? En inversant la dynamique. Commencez par observer vos décisions. Êtes-vous en train de céder à un besoin immédiat ou d'investir dans votre avenir? Ensuite, pratiquez le report du plaisir. Si vous voulez manger quelque chose de malsain, attendez 10 minutes et voyez si l'envie passe. Si vous avez envie de scroller sans fin sur votre téléphone, fixez un minuteur et arrêtez-vous dès qu'il sonne. Ces petits exercices entraînent votre cerveau à penser plus loin. Car au final, la seule différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent,
C'est leur capacité à choisir le futur plutôt que le présent. Nous aimons tous croire que nous sommes des individus indépendants, rationnels, maîtres de nos pensées et de nos opinions. Pourtant, la réalité est bien différente. Dès que quelqu'un remet en question nos croyances, nous nous braquons instinctivement. Nous nous enfermons dans nos certitudes, convaincus que nous avons raison et que l'autre a tort. Mais voici le vrai problème. Plus vous êtes sur la défensive, moins vous évoluez. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de protection de l'ego. Et ce même ego, qui vous fait croire que vous êtes fort, pourrait bien être ce qui vous empêche de grandir. Regardez comment fonctionne une discussion classique. Deux personnes, deux points de vue opposés. L'une tente de convaincre l'autre, qui se ferme encore plus. Ce n'est pas un échange, c'est un combat d'ego. Et dans ce combat, personne n'écoute réellement l'autre. Mais ceux qui ont compris la loi de la défensivité jouent un jeu différent. Ils ne cherchent pas à imposer leur vérité, mais à influencer subtilement. Ils posent des questions au lieu d'affirmer, ils écoutent profondément au lieu de contre-attaquer. Car si vous voulez changer la perception de quelqu'un, la première étape est de lui faire croire qu'il est arrivé à cette conclusion lui-même. Alors, posez-vous cette question. Êtes-vous en train d'évoluer ou simplement de défendre ce que vous croyez déjà? Chaque fois que vous vous sentez attaqué dans une discussion, au lieu de réagir par réflexe, arrêtez-vous et demandez-vous, et si cette personne avait raison, même en partie? Cette simple ouverture peut transformer votre manière de voir le monde. Parce que ceux qui refusent d'être challengés stagnent, tandis que ceux qui acceptent de remettre leurs croyances en question deviennent plus forts. L'orgueil est une armure, mais parfois, c'est aussi une prison. Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond, d'échouer encore et encore pour les mêmes raisons? Vous avez des rêves, des ambitions, mais à chaque fois que l'occasion se présente, vous trouvez une excuse, vous doutez, vous procrastinez. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le monde extérieur qui vous bloque. C'est vous. L'auto-sabotage est un mécanisme insidieux. Il se cache dans vos peurs, dans vos habitudes, dans ces petites voix intérieures qui vous disent que ce n'est pas le bon moment ou que vous n'êtes pas assez prêt. La vérité, c'est que vous ne vous battez pas contre les obstacles extérieurs, mais contre vos propres limitations invisibles. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que changer demande du courage. Parce que réussir signifie quitter le confort du connu. Paradoxalement, nous préférons rester dans une situation médiocre mais familière, plutôt que de risquer l'inconnu, même si cet inconnu peut nous mener à une vie meilleure. C'est ainsi que nous sabotons nos opportunités, en évitant de faire ce qui nous ferait réellement avancer. Nous préférons la certitude d'un échec prévisible à l'incertitude d'un succès possible. Et tant que nous ne prenons pas conscience de ce schéma, nous resterons prisonniers de nos propres peurs déguisées en rationalité. Alors comment briser ce cercle vicieux? En agissant, avant de penser. Si vous attendez d'être prêt pour agir, vous attendrez toute votre vie. Passez à l'action même si vous doutez, même si vous avez peur. Décidez que votre futur vaut plus que vos excuses. Au lieu d'analyser chaque détail, faites le premier pas, puis ajustez en cours de route. Parce qu'au bout du compte, le plus grand frein à votre réussite n'a jamais été le manque de talent ou de chance, mais la peur que vous entretenez vous-même. Vous êtes votre propre prisonnier, mais vous êtes aussi la seule personne capable de vous libérer.